Bienvenue dans cette nouvelle analyse où aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui semble simple, mais qui est d'une richesse incroyable. La nourriture en France. Ah, un sujet passionnant. Oui, mais attention, on va bien au-delà des recettes de coq au vin. La vraie question qui nous intéresse, c'est pourquoi? Pourquoi la cuisine française a cette réputation mondiale? D'où vient cette obsession culturelle? C'est la bonne question. Et pour y répondre, on a plusieurs sources. D'abord, une fiche très concrète sur le déroulement d'une journée alimentaire typique en France. D'accord. Ensuite, un article assez fascinant qui explore comment la nourriture a infusé la langue française, toutes ces expressions qu'on utilise tous les jours. Mhm. Et enfin, le gros morceau, une discussion en ligne très très animée qui compare les cultures culinaires françaises et britanniques en cherchant des racines historiques, géographiques. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de voir comment ces trois angles s'emboîtent. On va partir du quotidien, du très concret, Oui. pour voir comment ça façonne la langue, les mentalités, et puis on remontera aux origines. C'est une véritable enquête culturelle qu'on entame là. Une enquête culturelle, j'adore. Allez, on commence par la base, la vie de tous les jours. Et il y a un chiffre dans une des fiches qui m'a tout de suite sauté aux yeux. Lequel? En moyenne, les Français passeraient 2h15 par jour à table. 2h15, c'est énorme. C'est fou, non? C'est la clé de tout, en fait. Ça nous dit tout de suite que le repas, c'est pas juste un ravitaillement, c'est un événement, un rituel social qui structure la journée. Oui, et on le voit dès le matin, même avec le petit déjeuner, qui est pourtant le repas le plus rapide. La description est très claire. C'est c'est sucré majoritairement. Mhm. On parle des fameuses tartines, du pain, beurre, confiture, ou des biscottes. C'est simple, mais c'est un rituel. Accompagné bien sûr du café, café au lait, thé, Chocolat chaud. oui, parfois un jus de fruits. Mais ce qui est intéressant, c'est la rupture du week-end. Le dimanche, ce petit rituel, il s'enrichit. Ah oui, le pèlerinage à la boulangerie. Exactement. On ne prend plus juste sa baguette, on ajoute les croissants, les pains au chocolat, la brioche. C'est un petit plus, une façon de marquer que la journée est différente. On prend le temps. Et ce temps, il explose à midi. Le déjeuner, c'est le cœur du réacteur. C'est ça. L'idée de manger un sandwich en 5 minutes devant son ordinateur, ça reste une anomalie culturelle. Le déjeuner normal, c'est un repas complet. C'est ça qui est dingue. Entrée, plat, dessert, même en semaine. Tout à fait. L'entrée, d'après les sources, c'est souvent un truc simple, frais, une salade, des carottes râpées, un peu de charcuterie. Oui, du saucisson, du pâté, ça ouvre l'appétit, ça lance la conversation. Exactement. Et le plat principal, là, c'est plus consistant. Une viande, du poisson, avec des frites, des pâtes, des haricots verts. Et puis, arrive ce moment qui déconcerte souvent les étrangers. Ah, le fromage, Le fromage. c'est pas un ingrédient, c'est un plat à part entière, Voilà, qui se mange après le plat principal et avant le dessert. Servi avec du pain, c'est une transition, une pause. une pause, oui, avant le dessert, qui peut être un fruit, un yaourt. Et pour arroser ça, la plupart du temps, c'est de l'eau. Le repas se termine très très souvent par un café. L'expresso. L'expresso qui signe la fin du repas. Et le soir, le dîner, ou souper, comme on dit dans certaines régions, c'est la même structure, mais en plus léger. On mange un peu moins. Oui, une soupe, une quiche peut-être. Le rythme est plus détendu. Et on boit quoi? Un peu de vin, de la bière parfois, et le café est souvent remplacé par une tisane. Une infusion, oui. Mais cette structure, ce découpage en plusieurs actes, reste la même. Et cette chorégraphie est tellement ancrée qu'elle finit par déborder de l'assiette pour s'infiltrer partout. Même dans la langue. Exactement. C'est la transition parfaite. Dans l'article sur les expressions, c'est fascinant de voir comment la nourriture sert de réservoir d'images. Prenons celle sur les gaffes, les interactions sociales. Ah oui, la première, c'est un classique, mettre les pieds dans le plat. Tellement visuel. On imagine le plat qui mijote par terre et quelqu'un qui, pouf, qui marche dedans. C'est exactement ça, aborder un sujet sensible de manière maladroite. On l'a tous vécu, ce moment au dîner de famille où quelqu'un fait ça et silence glacial. Oh que oui, Et dans le même genre, raconter des salades. J'adore. c'est bien trouvé, Oui, une salade, ça, c'est un mélange. Ben là, on mélange le vrai et le faux. On ment, quoi. Et pour rester dans la conversation qui dérape, il y a la fameuse réplique. C'est pas tes oignons. Voilà, pour dire à quelqu'un de se mêler de ses affaires. Et l'origine est assez crue. Ah bon?
D'après la source, au XIXe siècle, oignon était un mot d'argot pour l'anus. Quoi? Attends, ça, je savais pas du tout. Du coup, l'expression est une manière à peine plus polie de dire « occupe-toi de tes fesses Ah ouais, d'accord, ça change tout. C'est fou comme ces images servent aussi pour décrire les émotions fortes comme la colère. ». Absolument. On en a deux très proches. D'abord, être soupolé. Ah, ça c'est pour quelqu'un qui s'énerve pour un rien. L'analogie est parfaite. Le lait sur le feu, ça monte, et puis d'un coup, hop, ça déborde. C'est cette soudaineté. Et juste avant l'explosion, il y a l'étape d'avant. La moutarde me monte au nez. C'est ça, on n'est pas encore en colère, mais on sent que ça vient. C'est l'agacement qui grandit, comme la moutarde forte qui pique. C'est intéressant, hein. La colère, c'est toujours lié à des sensations de chaud, de piquant, de débordement. Une sorte de mauvaise recette qui se passe à l'intérieur. C'est une super analyse. Et ça marche pour l'exagération aussi. Quand quelqu'un dramatise un petit truc, on dit qu'il en fait tout un plat. Ou tout un fromage. Oui, l'image est claire. On part d'un ingrédient simple pour en faire une préparation démesurée. Et si on passe à la tromperie, on a se faire rouler dans la farine. Se faire arnaquer, quoi. L'image vient d'où, celle-là? Des marchands qui enrobaient une marchandise de mauvaise qualité de farine pour en cacher les défauts. Malin. Il y en a une que j'aime beaucoup qui décrit le bien-être total. Être comme un coq en pâte. Ah oui, être choyé dans un confort absolu. C'est le comble du luxe. Et à l'opposé complet, il y a la plus tragique de la liste. C'est la fin des haricots. C'est vrai que l'origine est poignante. Les haricots secs, c'était la nourriture de survie. Quand il y en avait plus, c'était... C'était littéralement la faim, la famine. Ça donne la chair de poule. Allez, on termine sur une note plus légère. Oui, avoir la banane. Ah bah là, c'est simple, c'est efficace, l'image est évidente. Le sourire. Le grand sourire. Et tout ça nous ramène à notre question de départ. On a le rituel, on a la langue, la nourriture est centrale. Alors, on en arrive à la discussion en ligne. Pourquoi? Pourquoi cette place, surtout comparée à son voisin britannique? Oui, et les théories dans le débat sont passionnantes. La première est historique. Et elle fait tout remonter à la Révolution française. Ce qui est contre-intuitif, on pourrait penser l'inverse. Révolution, les grands chefs travaillaient pour les nobles. Quand l'aristocratie a été balayée, ces chefs se sont retrouvés, Au chômage. et donc... Ils ont ouvert leur propre établissement à Paris, des restaurants. Ah, d'accord. Et d'un coup, des dizaines de chefs talentueux se sont retrouvés en concurrence directe pour attirer le public. D'accord, je vois. Et cette concurrence aurait créé une émulation, une course à l'innovation pour se démarquer? Ce serait l'acte de naissance du restaurant moderne. Un phénomène qui n'aurait pas eu d'équivalent aussi soudain ailleurs. C'est une piste intéressante, mais est-ce qu'un seul événement peut vraiment tout expliquer? C'est la question. Et d'ailleurs, une autre hypothèse est avancée, beaucoup plus récente. Elle concerne l'après-Seconde Guerre mondiale. Le rationnement? Oui, la différence, c'est la durée. En France, ça se termine en 1949. Au Royaume-Uni, ça dure beaucoup plus longtemps, jusqu'en 1954 pour la viande. 5 ans de différence, ça peut paraître court, mais à cette période, Ça a pu avoir un impact, oui. L'idée, c'est que la France a pu réapprendre plus vite une cuisine d'abondance, alors que le Royaume-Uni est resté plus longtemps dans une cuisine de la nécessité. ça se tient. Mais au-delà de l'histoire, il y a un facteur beaucoup plus terre-à-terre, La géographie. la géographie. Et là, l'argument est assez imparable. Oui, la France a une diversité de climats et de terroirs assez unique. Le climat méditerranéen, océanique, continental, montagnard. Ce qui veut dire une diversité incroyable de produits. Des agrumes et de l'huile d'olive au sud, du beurre au nord-ouest, des vins. La palette d'ingrédients est immense. C'est plus facile de développer une grande cuisine quand on a ça sous la main. C'est la base de tout. Mais les ingrédients ne suffisent pas, il faut la culture qui va avec. Et c'est là qu'intervient une autre théorie, liée à la révolution industrielle. Oui, un des participants l'a décrit de façon très imagée. Au Royaume-Uni, elle a été précoce et brutale. Les gens ont quitté les campagnes pour les usines et la nourriture est devenue. Du carburant pour les travailleurs. C'est ça. La priorité, c'était l'efficacité, la calorie bon marché, pas le plaisir. Alors qu'en France, l'industrialisation était plus lente. Le pays est resté plus rural, plus longtemps. Le lien avec la terre a été mieux préservé. Exactement. Le basculement vers une alimentation purement fonctionnelle a été moins radical. Ce qui nous ramène à notre prône départ, le repas comme acte social. C'est l'argument culturel ultime.
Mhm. Un intervenant raconte que ses collègues britanniques déjeunent à leur bureau, alors que ses collègues français, espagnols ou italiens, eux, disparaissent pendant 1 heure et demie. C'est une caricature, mais ça dit quelque chose de profond. Et un autre rebondit avec un fait juridique incroyable. Lequel? En France, il est techniquement illégal de manger à son poste de travail. La loi impose une vraie pause. C'est fou. Hmm. Même si c'est pas toujours respecté, le simple fait que la loi existe, Ça en dit long. Ça sacralise le temps du repas comme un moment de coupure, de socialisation. Le repas n'est pas une tâche à optimiser, c'est un droit. c'est un droit. Et il y a un dernier point, géographique et culturel. La France comme carrefour. Avec des frontières avec l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Oui, le pays a toujours été un lieu de passage, d'échange. La cuisine française a pioché des idées partout, elle a intégré des produits, des techniques, ça l'a constamment enrichi. Donc, si on rassemble tout, il n'y a pas une seule raison. Non, c'est un faisceau de facteurs. Une histoire particulière, une géographie généreuse, une industrialisation plus douce. Et surtout, une culture qui a fait du repas partagé une valeur cardinale. C'est exactement ça. Nos sources le montrent bien. La place de la nourriture en France n'est pas un accident, c'est une alchimie complexe entre l'histoire, la nature et un choix de société. C'est bien plus que de l'alimentation. C'est un langage, un rituel et un héritage. On a vu à quel point la cuisine et la langue sont liées, avec ces expressions qui puisent leur force dans des images culinaires. Et ça me laisse avec une question, une pensée à emporter. Si la culture alimentaire d'un pays venait à s'uniformiser, à cause de la mondialisation, de l'alimentation standardisée, est-ce que sa langue ne risquerait pas, elle aussi, de perdre une partie de sa saveur, de sa capacité à créer des images? C'est une question intéressante. En perdant la diversité dans l'assiette, est-ce qu'on ne risque pas de rendre la pensée un peu plus fade? Comment est-ce possible que deux pays si proches, juste séparés par la Manche, aient des réputations culinaires aussi opposées? D'un côté, on a le raffinement, la gastronomie, et de l'autre, eh bien, disons quelque chose de plus simple. C'est ce grand mystère qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. En fait, tout part de cette question, trouvée au détour d'une discussion en ligne. Elle a l'air toute simple comme ça, un peu provocatrice même, mais la réponse, elle, est beaucoup, beaucoup plus complexe et elle en dit long. Alors, c'est parti, on plonge dedans. Bon, pour commencer, posons un peu le décor. Quand on dit France, on pense quasi automatiquement gastronomie. C'est un vrai pilier de l'identité culturelle. Pour le Royaume-Uni, on pense plutôt à des plats réconfortants, des classiques, mais on l'associe rarement à une cuisine qui rayonne dans le monde. Alors comment on explique un tel écart? Les indices, on va les trouver dans l'histoire, la géographie et même dans la culture du travail. Notre tout premier ingrédient pour comprendre, c'est l'histoire, avec un grand H. Parce que deux événements majeurs qui se sont passés quasiment en même temps ont envoyé ces deux pays sur des chemins culinaires radicalement différents. Et là, c'est flagrant de voir à quel point les chemins se séparent. En France, une révolution politique met les grands chefs à la portée de tout le monde. Au Royaume-Uni, c'est une révolution industrielle qui transforme la nourriture en simple carburant pour les ouvriers. Si on ajoute à ça le puritanisme de l'ère victorienne et un rationnement qui dure après la guerre, eh bien le résultat, c'est une culture où le plaisir de manger a été mis de côté pendant des décennies. Cette citation, elle résume parfaitement la théorie des chefs au chômage. Il faut imaginer la scène. Les plus grands talents du pays, qui cuisinaient pour les nobles, se retrouvent du jour au lendemain sans travail. Leur solution? Ouvrir des restaurants pour le public. Et qu'est-ce qui se passe? Une compétition incroyable s'installe qui pousse tout le monde à être plus créatif, à innover. C'est la naissance du restaurant moderne en quelque sorte. Allez, on passe au deuxième ingrédient, le terroir. Parce que l'histoire, c'est une chose, mais pour bien cuisiner, il faut avant tout de bons produits. Le mot-clé, ici, c'est la diversité. La France, c'est une chance incroyable. Elle a une multitude de climats et de terroirs. Le soleil du sud qui donne un goût incroyable aux légumes, les verts pâturages de Normandie pour le beurre et le fromage, les côtes sur l'Atlantique ou la Méditerranée pour le poisson. En gros, c'est un immense garde-manger à ciel ouvert. Et ça, historiquement, ça a offert aux cuisiniers une palette d'ingrédients beaucoup plus large que celle qu'on trouvait en Grande-Bretagne. Et cette richesse naturelle, ce n'est pas juste un avantage logistique, ça a carrément infusé toute la culture. C'est logique. Quand on a accès à d'excellents produits juste à côté de chez soi, cuisiner devient une évidence, presque un mode de vie. C'est ça qui a permis à des cuisines régionales très fortes d'émerger, chacune fière de célébrer les trésors de son propre terroir. Ok, on a parlé de ce qu'il y a dans l'assiette, mais maintenant, voyons la manière de manger. Et c'est peut-être là que la différence est la plus spectaculaire, même encore aujourd'hui. 2 heures et 15 minutes, c'est le temps moyen que les Français passent à table chaque jour.
C'est l'un des scores les plus élevés au monde. Ça montre bien que le repas, ce n'est pas juste se nourrir, c'est prendre le temps, c'est discuter, c'est savourer. C'est un vrai rituel, un moment sanctuarisé dans la journée. Ce témoignage d'un internaute, il est parfait pour illustrer ça. D'un côté, une culture où la pause déjeuner est sacrée, un vrai moment social. De l'autre, une vision plus fonctionnelle où on mange vite fait pour retourner travailler. C'est l'opposition entre le rituel et la fonction. Et ça, c'est quand même incroyable. Cette différence culturelle est tellement forte qu'elle est carrément inscrite dans la loi française. Le droit à une vraie coupure pour le déjeuner, loin de son ordinateur, est protégé. Ça en dit long vraiment sur l'importance du repas comme un moment essentiel de la journée. Notre dernier indice, on va le chercher dans un endroit un peu plus surprenant, le langage de tous les jours. On dit souvent qu'une langue est le miroir d'une culture. Eh bien, en français, ce miroir reflète très très souvent ce qu'il y a dans une assiette. Prenons un premier exemple, être soupolé. On dit ça de quelqu'un qui s'emporte très vite, qui monte en pression pour un rien, mais au fait, d'où vient cette image? L'image vient tout droit de la cuisine. Il faut s'imaginer le lait qui chauffe, on tourne la tête une seconde et paf, il déborde de la casserole, d'un seul coup. C'est la métaphore parfaite pour une colère soudaine. Une petite observation du quotidien qui est devenue un trait de caractère. Continuons avec une expression un peu plus joyeuse. Avoir la banane. Celle-là, elle est connue. Quand on dit ça, c'est qu'une personne a l'air vraiment heureuse, qu'elle affiche un grand sourire. Et là encore, l'image est super simple et efficace. La courbe d'une banane, ça ressemble à un sourire. C'est la preuve que même les aliments les plus simples peuvent servir à décrire nos émotions les plus profondes. Et un dernier pour la route, raconter des salades. Ça veut dire mentir, inventer des histoires. L'idée, c'est qu'une salade, c'est un mélange de plein d'ingrédients différents, un peu comme un mensonge, où on mélange un peu de vrai et beaucoup de faux pour que ça passe mieux. Alors maintenant qu'on a regardé l'histoire, la géographie, la culture et même la langue, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Ce tableau, il résume bien tout notre cheminement. On voit que chaque facteur, de la Révolution jusqu'à la pause déjeuner, a ajouté sa pierre à l'édifice et a contribué à creuser ce fossé. Ce n'est pas une seule raison, c'est une accumulation de différences qui ont, au fil du temps, forgé deux rapports totalement différents à la nourriture. Donc au final, la question n'est peut-être pas de savoir si l'une est meilleure que l'autre. La vraie question, c'est de comprendre pourquoi elles sont si différentes. On a affaire à deux voyages culturels, deux histoires qui se racontent aussi à travers l'assiette. La France a fait de la table un art de vivre, tandis que le Royaume-Uni a, pendant très longtemps, eu d'autres priorités. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Aujourd'hui, Londres est une des capitales mondiales de la gastronomie et les fast-foods n'ont jamais été aussi présents en France. Alors est-ce que ces vieilles frontières culinaires sont en train de s'effacer ou est-ce que ces identités profondes vont continuer de définir ce qui sépare ces deux voisins? L'avenir nous le dira.